madame. Bonjour. Alors, comment vous appelez et c'est quoi votre entreprise? Alors, je m'appelle Aurore Garnier et je dirige aujourd'hui une entreprise qui s'appelle Isao, qui intervient sur toute l'Afrique francophone subsaharienne, donc Afrique de l'Ouest, Afrique centrale principalement, et on essaye d'apporter de la sérénité, de la sécurité, de l'expertise, un éclairage sur les dynamiques sécuritaires en Afrique subsaharienne, et on accompagne nos clients pour qu'ils puissent développer ou exploiter leurs projets avec le minimum de risques possible. Quel type de profils viennent vers vous? Alors nous avons énormément d'anciens membres des forces de défense et de sécurité qui viennent pour la partie technique. Ensuite, pour la partie analytique, nous avons des chercheurs, des universitaires, et on s'attache à avoir des universitaires africains parce que nous sommes convaincus chez Isao qu'on ne peut pas comprendre le continent si on n'y a pas grandi, si on n'est pas entouré de cet environnement depuis assez longtemps. Alors, dites-nous un peu comment vous avez commencé votre aventure vers cette société. Comment vous avez commencé pour grandir aujourd'hui? Alors, j'ai une première carrière institutionnelle en France où j'ai travaillé avec le ministère de l'Intérieur, avec le ministère de la Défense, et j'ai découvert à travers des missions la Côte d'Ivoire d'abord, l'Afrique de l'Ouest ensuite. J'ai décidé de m'y installer et j'ai noté qu'il y avait énormément de sociétés de gardiennage, de solutions technologiques, etc., mais très peu d'expertise réellement africaine. Donc on faisait appel souvent à des entreprises étrangères et pour moi ça méritait de créer une expertise africaine sur ces sujets-là. Donc je me suis installée en Côte d'Ivoire il y a un peu plus de 10 ans aujourd'hui et j'ai commencé toute petite entreprise, au départ moi seule, plus quelques collaborateurs, à faire de l'expertise, à accompagner nos clients notamment sur les questions d'intelligence économique. C'était le mot à la mode à l'époque et l'idée c'était d'accompagner nos clients pour qu'ils comprennent l'environnement dans lequel ils voulaient monter des projets. Et petit à petit, on est arrivé à travailler sur des plus grosses infrastructures, à accompagner des créations d'usines, d'exploitation, etc. Donc on a grandi, on est devenu la PME qu'on est aujourd'hui. Super. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées avant d'être ici que vous êtes aujourd'hui? Je pense que la principale des difficultés, c'est de faire reconnaître l'expertise africaine. Après, à titre personnel, c'était d'être dans un métier d'homme, une des rares femmes. Donc on a besoin de prouver davantage, on a besoin de démontrer qu'on est capable de faire aussi bien que les grands groupes européens ou internationaux. Et je pense qu'aujourd'hui, voilà, on a fait notre place. Alors, le problème lié à la sécurité en Afrique a toujours été un parcours de combattants. Beaucoup de pays africains ont besoin de l'expertise européenne pour aider à travailler dans le continent. Votre expérience dans le continent africain, qu'est-ce que vous avez appris et qu'est-ce que vous avez plus apporté pour que aujourd'hui l'entreprise devienne connue? Je pense que justement l'idée ce n'est pas de copier. Et c'est souvent une erreur de vouloir prendre une solution qui fonctionne ailleurs et de ne pas l'adapter au continent parce qu'au final on a des cultures, des comportements, des problématiques qui sont différentes des autres continents. Donc je pense que la bonne approche c'est évidemment de piocher peut-être des idées ailleurs mais de les africaniser. Et c'est ainsi qu'on peut résoudre les challenges sécuritaires sur tout le continent. La notion même de frontière, par exemple. La notion de frontière, en Afrique, elle est différente que sur d'autres continents. Et encore une fois, même sur l'Afrique, en Afrique de l'Ouest, elle est différente qu'en Afrique centrale. En Côte d'Ivoire, elle est différente. On est différent par rapport au Bénin, par rapport au Burkina. Donc tout ça, justement, c'est cette expertise et cette analyse qui nous permet de comprendre les spécificités des territoires et de trouver des solutions qui seront pertinentes et de les adapter aux territoires sur lesquels on veut travailler. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à la sécurité en Afrique, c'est-à-dire pas trop à la sécurité en soi, mais l'expertise que vous avez eue avec des investisseurs qui viennent vers vous pour vous contacter? La majorité de ces experts ou de ces investisseurs, qu'est-ce qu'ils cherchent en Afrique avant de venir pour investir?
Une incompréhension. Une incompréhension parce qu'on le voit de loin et souvent on le comprend mal. On a des images qui sont relayées par les médias internationaux où on voit l'Afrique comme des territoires insécures avec énormément de problématiques, alors que c'est un continent où on a énormément de potentiel. On le voit même sur l'immobilier, il y a des rendements pas possibles en Afrique. Donc on a des investisseurs qui sont parfois frileux, alors que les opportunités d'affaires sont importantes ici. Donc tout l'enjeu, c'est de leur expliquer que même au Nigeria, même au Mali, même à la frontière nord, au Bénin, etc., on peut travailler encore et on peut faire des affaires et on peut prospérer et créer de la valeur, créer des emplois, avoir des opportunités. Je pense qu'il est là l'enjeu. D'accord. Alors, vous disiez tout à l'heure, vous avez fait 10 ans en Côte d'Ivoire, que vous êtes en Côte d'Ivoire. Quelles sont les potentialités de l'Afrique par rapport au soutien pour l'Europe? Est-ce que vous pensez que si aujourd'hui l'Afrique ferme ses portes partout, vous pensez que ça sera difficile pour l'Europe, oui ou pas? Je pense qu'au-delà de l'Europe, le monde a besoin de l'Afrique. On le voit bien, c'est pour ça qu'on attire tous les regards. Les États-Unis, l'Amérique du Sud, l'Asie, le Moyen-Orient, la Chine évidemment. Tout le monde nous regarde parce qu'on a un potentiel extraordinaire, des sous-sols, tout ce qui est oil and gas, minerais, etc. Les terres agricoles. C'est pour ça que c'est le continent de l'avenir. Le continent de consommateurs aussi. On a un continent de consommateurs potentiels extraordinaire. Donc tout le monde nous regarde et le monde a besoin de l'Afrique. Aujourd'hui, l'Afrique, si on arrive aujourd'hui en plus à utiliser toutes les technologies, c'est ce saut technologique qu'on est capable de faire. On l'a vu sur toutes les nouvelles technologies et on va les intégrer plus vite que les autres. Et on va pouvoir industrialiser mieux, avec une consommation d'énergie moindre. On a tout ce potentiel devant nous. Pour cela, effectivement, il faut des conditions sécuritaires minimales. Donc, on espère que les dirigeants prendront les bonnes décisions et que les investisseurs pourront travailler. Et nous sommes là pour les accompagner, même dans les situations complexes. Alors, vous êtes en Afrique. Dites-nous un peu, selon vous, qu'est-ce qui manque vraiment aux dirigeants africains ou aux pays africains pour se développer? Qu'est-ce qui freine le développement du continent africain? Je pense qu'aujourd'hui, le développement du continent va se faire par le monde privé et non par le monde public. Dans le monde entier, on voit bien on se détourne du monde public. Mais je suis convaincue, sans être une capitaliste jusqu'au boutiste, mais je suis convaincue que c'est le secteur privé qui va amener le développement. Et on a un secteur privé qui est dynamique. Pour moi, la seule condition aujourd'hui, c'est de travailler sur le climat des affaires, avoir une justice qui fonctionne. Et à partir du moment où vous avez une justice qui fonctionne, vous garantissez des bonnes conditions pour le développement des affaires. Super. Alors, l'Afrique, la majorité des jeunes de population sont jeunes. Avoir accès au financement, ça reste un vrai parcours de combattant pour plusieurs jeunes. Il n'y a pas de banque ne donne pas les crédits comme en Occident. Qu'est-ce que vous pensez que le pays africain devrait faire pour s'en sortir face à cela? Parce qu'on n'a pas de la facilité d'avoir des crédits. Est-ce que l'Afrique ne peut pas aboutir à des fonds communs du développement qui pourront aider la jeunesse du continent? Je suis convaincue, il y a des initiatives qui existent. Microcrédit ou autres, il y a des choses qui se mettent en place. Alors, je crois que le secteur bancaire n'a pas encore fait cette révolution. Donc, effectivement, l'accès au crédit, l'emprunt bancaire est compliqué, avec des taux parfois rébarbatifs. Mais il y a d'autres solutions qui sont en train de se monter, notamment tout autour du digital. Donc ça, c'est une piste. Et à côté de ça, je vous dirais, quand on veut monter un business, pensons d'abord le business model. Très honnêtement, aujourd'hui, Zao, nous, on n'a jamais fait de crédit. À partir du moment où vous avez une bonne idée de business, si vous avez un business, il faut que le business model fonctionne et vous ne dépendez pas d'un apport en financement. Le changement d'échelle, peut-être, vous avez besoin d'un financement. Mais pour ça, aujourd'hui, vous avez de plus en plus de fonds qui sont spécialisés sur les startups,
qui sont spécialisés sur les PME. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de travailler avec énormément de fonds moyenne gamme qui sont des fonds africains. Et c'est extraordinaire parce qu'on voit que ça commence à se développer, il y en a plusieurs. C'est beaucoup plus développé en Afrique de l'Est, mais en Afrique de l'Ouest, on y arrive. On n'a pas la même relation au risque et à l'investissement, mais on y arrive. Et c'est ce genre d'initiatives qui vont permettre aux jeunes de commencer à devenir de futurs riches hommes d'affaires. D'accord. Alors, selon vous, quelle expérience vous avez du continent africain lorsque vous voyagez par exemple en Europe? Quelle anecdote vous avez pour dire non, je dois rentrer en Afrique? Quelle anecdote j'ai quand je veux rentrer en Afrique? Oui. Je pense que pourquoi vous réfléchissez tout le temps, on dit non, je vais aller en Afrique, je pense que c'est mieux en Afrique. Il vous arrive parfois de dire ça? Alors j'ai souvent la question, effectivement, en Europe, on me dit mais quand est-ce que tu rentres? Ce à quoi je réponds, pas tout de suite, parce qu'aujourd'hui je suis très bien là où je suis très heureuse en Afrique, et je pense que c'est un continent qui me correspond et qui me permet de m'épanouir et de travailler, de laisser libre cours à ma créativité. En Europe aujourd'hui, c'est ce côté créatif, créer des business, créer des opportunités, c'est plutôt en berne. Donc ici, je trouve tout l'espace pour pouvoir créer, monter des projets, monter des business, etc. Donc c'est pourquoi j'ai toujours envie de rentrer. Super. Alors, vous avez commencé tout petit, l'entreprise toute petite, et comment c'était facile pour vous d'identifier ceux qui deviendront plus tard vos partenaires? Quel genre de profil travaillez-vous avec Je suis convaincue que le destin fait bien les choses. Donc ce sont des rencontres. Je travaille davantage sur l'implication, sur la démonstration de volonté, la curiosité, que sur les diplômes. J'ai des gens qui travaillent avec moi qui n'avaient absolument aucun diplôme ou qui ne sont pas des anciens militaires, mais qui ont eu envie de le faire, qui ont eu envie de découvrir. Et ce que j'apprécie surtout chez un collaborateur, c'est sa curiosité. Super. Alors, vous êtes en Afrique, vous avez réussi à bâtir ISAO. Comment vous arrivez à donner confiance, par exemple, à d'autres pays qui n'est pas la Côte d'Ivoire, à vous contacter, à travailler avec eux? Je voyage beaucoup et au final, on se rend compte qu'on est toujours proche de quelqu'un dans un autre pays. Donc j'ai la chance d'avoir des gens fiables qui m'entourent et au final on trouve toujours un ami au Mali, un ami au Burkina, un ami au Bénin, un ami au Cameroun, et c'est par rapport à ça qu'on commence à travailler. Ensuite vous avez des chambres de commerce, vous avez des tas de cercles qui vous permettent de rencontrer des gens, mais je pense que travailler via des réseaux de proches, ça permet de toujours être en face de gens qui partagent les mêmes valeurs que vous. Super, vous venez. Dites un peu à nos téléspectateurs pourquoi c'est vraiment important d'être bien entouré en entrepreneuriat et pourquoi on doit vraiment avoir des gens fiables dans le business qu'on veut faire avec votre expertise. C'est très intéressant que vous posiez cette question parce qu'au sein d'ISAO, nous avons un département qui travaille sur les questions d'intelligence économique. Et qu'est-ce que ça apporte l'intelligence économique? En fait, déjà c'est dérivé de l'anglais, donc c'est pas tout à fait pertinent comme terme. Mais tout ce qui, à partir du moment où on va avoir une relation d'affaires, que ce soit une relation contractuelle, quand je veux embaucher quelqu'un, quand je veux travailler avec un prestataire, quand je veux travailler pour un client, il faut que je m'assure que ces gens soient fiables. Que je peux nouer une relation contractuelle solide avec ces personnes-là ou avec ces entités-là. Et tout le travail de l'intelligence économique est là, c'est-à-dire accompagner nos clients pour que justement le DG qu'ils vont recruter, le franchisé qu'ils vont choisir, le prestataire qu'ils vont choisir est quelqu'un ou une entité solide. C'est un continent d'opportunités, on en parlait tout à l'heure, l'Afrique évidemment, c'est aussi, il y a beaucoup d'écueils. Donc on a des problèmes de falsification de documents, on a des problèmes de corruption, de fraude, etc. D'où la nécessité de travailler en amont, de bien comprendre avec qui on va faire des affaires et de s'assurer que ce sont des gens fiables.
D'accord. Alors, quel conseil vous allez envoyer à tous ces entrepreneurs africains qui ont des difficultés, par exemple, pour avoir accès au crédit ou rencontrer des personnes fiables pour les accompagner dans leur business? Quelle stratégie vous avez mis en place quand vous avez commencé votre entreprise? Nous savons bien que vous êtes européenne, c'est déjà un avantage, mais lorsque vous venez en Afrique, c'est compliqué pour avoir la confiance de tout le monde. C'est-à-dire, vous devez créer votre réseau. Comment c'était facile pour vous pour s'installer en Afrique? Ça n'a pas été facile, mais le temps, il faut du temps. En Afrique, les choses prennent du temps, comme partout ailleurs d'ailleurs, en final. Il faut du temps, il faut prouver, il faut démontrer, il faut être là. Et moi, j'ai vu au fur et à mesure des années, les gens changer autour de moi, dans le sens où au départ, on pensait que j'étais là pour quelques mois. Après, pour quelques années, on se dit, elle doit avoir un poste, elle va repartir, elle va être mutée ailleurs. Non, on est là, on tient le bon, on tient le coup et on démontre au fur et à mesure qu'on est quelqu'un de sérieux, qu'on est quelqu'un de solide. Et la confiance se crée avec le temps. D'accord. Alors, quel est le moment le plus difficile pour vous quand vous avez commencé, où vous vous êtes dit non, là, ça n'a pas marché, donc je dois encore faire l'effort pour que ça marche? Quel était l'échec de votre réussite depuis votre... Je crois que les moments difficiles, pour moi, et c'est tout à fait particulier à mon domaine d'activité, je travaille dans la sûreté, je travaille dans un milieu qui est plutôt un milieu d'hommes, et parfois j'ai eu des moments qui ont été difficiles à avaler sur le coup, mais j'en ris aujourd'hui. C'est quand on me demande où est mon directeur général, où est mon mari, à qui appartient la société, à quel ministre appartient la société. Ça, sur le moment, je l'ai parfois mal vécu. Maintenant, encore une fois, avec le temps, j'en rigole. Mais ça a été des moments difficiles pour moi. Ça a été de m'imposer dans ce milieu qui est plutôt masculin. Super. Alors, un milieu masculin, vous êtes positionné, vous avez pris le contrôle. Aujourd'hui, vous faites tourner une entreprise qui engage plusieurs personnes. Comment vous arrivez à faire ça? Comment vous arrivez à jouer le rôle de maman à la maison, le rôle de la femme à la maison et le rôle du directeur général de l'entreprise? Comment vous arrangez ça, tout ça? Je pense que c'est une question d'organisation. Moi, je suis plutôt une psychopathe de l'organisation, donc tout est très minuté. Et justement, je pense que pour être une bonne chef d'entreprise, il faut pouvoir organiser et garder du temps pour ce qui est important. Et ce qui est important, évidemment, c'est la santé et la famille. Donc je garde du temps pour faire du sport, pour partir en voyage, pour décompresser, un massage de temps en temps, mais je garde aussi du temps pour mon fils. J'essaye de rentrer tôt, quitte à travailler derrière, mais rentrer pour avoir du temps avec lui et du temps de qualité, donc sans les téléphones, du temps d'échange, de discussion. Et c'est une contrainte, mais on essaye de faire le maximum. Que serait le monde sans le digital si aujourd'hui l'Internet n'existait plus? Comment vous voyez le monde? Alors figurez-vous qu'on l'a quand même connu, enfin je sais pas quel âge vous avez, mais moi j'ai connu le monde sans téléphone portable. Et ça marchait très bien, me semble-t-il. On avait sûrement plus de temps pour réfléchir. Là, on communique avant de réfléchir, donc parfois, c'est pas une bonne idée. Moi, j'ai beaucoup de plaisir à couper mon téléphone pendant quelques heures ou quelques jours. C'est un luxe aujourd'hui de pouvoir couper le téléphone. J'ai la chance d'avoir une société qui est assez mature pour se débrouiller sans moi, en tout cas pendant quelques temps. donc ça me fait énormément de bien de couper et je suis désespérée quand je vois des gens plus jeunes qui ne peuvent pas lâcher leur téléphone, mais ils comprennent. Enfin, pour moi en tout cas, c'est vraiment un plaisir de ne pas l'avoir. D'accord. Alors, à l'ère de l'intelligence économique, le digital peut jouer un rôle crucial avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. Tout a changé. Comment vous arrivez à manager tout ça avec aujourd'hui l'intelligence artificielle qui est arrivée et le numérique qui prend le dessus? Comment vous arrivez à travailler dans ce domaine-là? Je pense que les outils d'intelligence artificielle vont bouleverser tous nos métiers, notamment les métiers de conseil, qui est une grande partie de ce qu'on fait. Donc il va falloir qu'on l'anticipe. On a déjà commencé à acquérir des outils. Et on va essayer de travailler avec, les intégrer à notre manière de fonctionner.
Je pense que comme dans d'autres secteurs, je pense notamment à la médecine, l'humain ne pourra pas être remplacé. Donc même si ça va nous faciliter les choses et nous préparer certaines tâches, nous accompagner sur certaines tâches, l'humain restera primordial. Donc j'ai pas vraiment d'inquiétude sur la pérennité d'Isao ou de ce type de métier. En revanche, je pense que toute notre plus-value, c'est également d'accompagner nos clients à choisir les outils qui seront pertinents pour eux. Je le vois sur les solutions technologiques en matière de sécurité. Aujourd'hui, il y a des tas de choses qui se font. Les drones, l'infrarouge, les satellites, etc. Notre métier, on n'est pas remplacé ni par une caméra ni par un satellite. Et notre métier, on le voit comme accompagner notre client pour qu'il choisisse la solution qui lui correspond le mieux. Je prends l'exemple des caméras. Vous avez une usine ou un entrepôt, etc. Mettre des caméras partout, c'est complètement inutile. Déjà, pourquoi? Où est-ce que vous êtes localisé? Quelles sont les valeurs que vous avez au sein de l'entrepôt? Comment vous les avez organisées? Et dans ces cas-là, quel type de caméra il vous faut? Qu'est-ce que vous allez faire avec? Quel est votre objectif? Est-ce que c'est de regarder H24? Est-ce que c'est d'avoir plutôt de la détection? Donc en fait, tout ça sont des détails et c'est cette expertise-là que nous apportons. C'est de comprendre ce que fait notre client, ce dont il a besoin, et de l'aider à trouver ce qui est le mieux pour lui. C'est pas obligatoirement le plus cher, c'est pas obligatoirement le plus moderne, c'est pas obligatoirement le plus sophistiqué. Tout dépend. Quel était le plus grand succès que vous avez apporté au continent africain quand vous dormez, vous regardez le plafond, vous dites « Ah oui, ça j'ai apporté ma pierre à l'édifice ». Quel était votre plus beau succès depuis que vous avez commencé? Je crois que mon plus beau succès, c'est mon équipe. J'ai eu la chance de travailler sur des gros projets. J'ai participé à l'externalisation de la sûreté de l'aéroport international du Sénégal. On a créé là-bas plus de 700 emplois. Ici, on a une trentaine de personnes. C'est extraordinaire de voir à partir du moment où on donne la chance et on accompagne, on forme, à quel point les gens peuvent s'épanouir et être bien dans l'entreprise. Et ça, pour moi, c'est me dire que j'ai une équipe solide, unie, qui m'est fidèle, parce que j'ai pas énormément de turnover dans le staff. C'est extrêmement gratifiant. D'accord. Alors, quel sera votre mot de la fin? Votre mot de fin, ce sera quoi? Pour ces gens qui vous regardent sur l'entrepreneuriat et surtout sur le continent africain, qu'est-ce qu'ils doivent retenir? Je pense que ce qui est important, pour moi en tout cas, mon leitmotiv, c'est de me dire que qui ose gagne. Donc il faut oser, il faut savoir se planter, il faut savoir reconnaître ses erreurs, mais ça ne doit pas nous empêcher d'essayer. Donc j'invite tous ceux qui ont des idées à les approfondir et à les lancer. Qu'est-ce qui peut leur arriver au pire? Se planter, c'est pas grave, tout est un apprentissage. Donc à la fin on y arrive, on écoute son marché, on travaille, on restructure, on modifie et puis quand on est sur le bon chemin, ça marche. Super, alors vous êtes prêts à nous montrer votre équipe? Bien sûr, avec plaisir. Allons-y. Madame, ça va? Oui, très bien. Merci beaucoup pour votre interview. Dites-nous un peu, qu'est-ce que vous faites ici? Alors là, vous avez l'open space du back-office. Donc ce sont tous nos analystes qui suivent au quotidien toute la situation sécuritaire des pays d'Afrique francophone. Donc Bénin, Cameroun, on fait le Burkina, on part de la Mauritanie pour aller jusqu'au Gabon. Et tous les jours, ils vont suivre ce qui se passe. Ils vont aussi réfléchir à l'impact des situations ou des événements sur les activités de nos clients et éditer des bulletins hebdomadaires ou des fiches particulières, des analyses pays un peu plus poussées, un peu plus approfondies. Et ils sont en lien avec les responsables sûreté qui sont sur le terrain, de manière à couvrir à la fois la partie terrain et la partie
open source et informer au mieux nos clients, les accompagner, leur donner toutes les recommandations nécessaires. D'accord. D'habitude, vous traitez combien de dossiers par jour? Vous avez en moyenne combien de dossiers lorsque vous travaillez là-dessus? Alors on traite plus d'une dizaine de pays et on a, je dirais, une cinquantaine de clients à suivre. Donc ils ont chacun un périmètre et sur le périmètre, tous les clients qui travaillent sur ce périmètre-là. Quel genre de défis vous faites souvent en face? Les événements imprévus, évidemment, les crises, les émeutes, les manifestations, où là il faut être très réactif et il faut pouvoir donner les meilleurs conseils à nos clients et les accompagner pour qu'ils puissent être résilients vis-à-vis des crises. Comment ça se passe ici? Quels sont les départements que vous avez ici? C'est le back-office, donc c'est la partie analyse de nos métiers, support. Tous ceux qui font des analyses risque pays, qui suivent la veille sécuritaire au quotidien et qui font des recommandations pour nos clients. D'accord. Alors ça se passe comment quand on vous appelle qu'il y a un problème sur le terrain? Ça se passe comment? Alors ça se passe comment? On vérifie déjà les informations, on appelle nos capteurs sur place et on élabore avec la partie sûreté qui est dans les pièces à côté les meilleures recommandations pour sécuriser les assets, les personnels et l'image de nos clients. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire à nos téléspectateurs en ce qui concerne la sécurité? C'est-à-dire, la propre sécurité, ça peut être la sécurité des aéroports ou leur propre sécurité en utilisant par exemple le bus en commun. Qu'est-ce que vous pouvez dire à nos téléspectateurs? Oui, la sûreté a des multiples facettes. Si on veut réduire les risques auxquels on est exposé, d'une part, dans un premier temps, il faut les déterminer. Donc, il faut identifier quels sont les risques parce que je fais telle activité à tel endroit. Si j'ai une mine d'or au Burkina Faso, je n'ai pas les mêmes risques que si j'ai une usine d'assemblage automobile à Abidjan ou à Yopougon. Donc en fait déjà la première des choses c'est d'identifier les risques et ensuite, donc ça c'est aussi le travail de nos analystes qui, localité par localité, pays par pays, région par région, vont déterminer les risques, quel type de criminalité, est-ce qu'il y a du terrorisme ou pas, etc. Et à partir de là, avec la partie sûreté, l'expertise sûreté, on élabore les procédures, les recommandations, est-ce qu'on va mettre des gardiens, pas des gardiens, quelles solutions technologiques. Donc ça se fait étape par étape. Et on va jusqu'à l'intelligence économique dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire avec qui je vais faire des affaires, qui je vais recruter, etc. Mon travail consiste à soutenir l'équipe du back-office dans la réalisation des CAT. Pour fait, ces CAT, ça permet aux clients de mieux comprendre les analyses produites par les analystes. Voilà. De la situation sécuritaire dans la zone dans laquelle ces clients se trouvent. Voilà. Par exemple, on a des cartes d'analyse sécuritaire, des cartes pour la représentation de leurs différentes zones d'activité qu'on projette avec des données sécuritaires. Voilà. Pour leur faire comprendre un peu quels sont les différents dangers, quelle est la situation. Voilà, dans les différentes zones d'activité. Lorsqu'ils reçoivent par exemple ces cartes, après lecture de l'analyse, ils savent par exemple où, par exemple l'incident vraiment dans quel, par exemple lorsqu'on leur dit, par exemple on leur donne le nom d'une localité, ils savent vraiment où se trouve la localité par rapport à leur lieu d'activité. Si l'incident se trouve proche ou est vraiment éloigné, donc ça en fonction de ça, ils peuvent prendre des précautions. Et mon travail consiste à accompagner les référents sûreté déployés dans les différents pays où interviennent les clients d'Isao en ce qui concerne la prise d'informations sur le terrain par rapport à tout ce qui est paramètres de sûreté, de sécurité, en prenant aussi en compte les informations du back-office relativement à ces informations-là et en les traitant de sorte à donner des recommandations par rapport aux dispositifs à mettre en place vis-à-vis des informations qu'on récolte. En général, on a d'abord une remontée d'informations au niveau du référent sûreté qui est sur place, qui va ensuite partager l'information à qui de droit. Et au niveau du département des opérations, on va élaborer des recommandations par rapport aux différentes informations qu'on a reçues. Nous cherchons toutes les informations qu'on peut trouver sur les sources ouvertes. Sources ouvertes, c'est-à-dire Internet, tout ce qui est software, tout ce qu'on peut trouver par rapport à leur demande. Je travaille en tant qu'enquêtrice open source,
c'est de diriger en fait les clients sur leurs demandes, c'est-à-dire savoir avec qui ils s'engagent, quels sont les litiges, les scandales qui sont sur ces personnes, tout ce qui est information qu'on peut trouver, que ce soit positif ou négatif, sur leurs clients. Alors ma dernière question, comment cette expertise peut aider le continent africain? Il y a énormément d'affaires à faire en Afrique et on a une mauvaise compréhension du continent, une mauvaise compréhension des réalités, une vision parfois tronquée, parfois alarmiste. Donc faire appel à un cabinet qui est basé en Afrique, qui a des expertises africaines et qui va pouvoir vous dire ok, là aujourd'hui à Dakar ou à Cotonou ou dans le nord du Ghana ou du Togo, c'est possible d'y aller, c'est pas possible d'y aller, on peut monter telle ou telle activité mais avec des précautions, avec tel partenaire, etc. C'est important pour avoir des garanties de réussite. Donc on se donne plus de chances de réussir si on fait appel à ce type d'expertise. Madame Aurore, merci beaucoup. Je vous remercie.